Le message qui est envoyé aujourd'hui très clairement, et nous l'avons vu à l'instant avec le président Zelensky, est un message très fort, cohérent avec ce que notre Europe, depuis le premier jour du conflit, a su faire. C'est-à-dire réagir de manière rapide, historique et unie. Par les sanctions, 2 jours après, à 6 reprises, par le soutien macroéconomique, militaire, financier à l'Ukraine, et maintenant par ce geste politique. Et donc je pense que c'est cette Europe forte, unie, au rendez-vous qui est importante. Plus largement, aujourd'hui, c'est une perspective européenne que nous reconnaissons à l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, ce qui est donc un signal très fort vis-à-vis de la Russie et dans le contexte géopolitique que nous évoquions, et avec le choix fait pour l'Ukraine et la Moldavie d'accorder donc ce statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Vous vous en doutez, même si ce geste est pour le moment encore très symbolique, il reste beaucoup de chemin à parcourir pour le président Zelensky. C'est avant tout une grande victoire pour son pays. Il est aujourd'hui reconnu que l'Ukraine n'est pas un pont, pas un oreiller entre l'Occident et la Russie, pas un tampon entre l'Europe et l'Asie, pas une sphère d'influence, pas une zone grise, pas un territoire de transit, pas la frontière entre les orques et les elfes. L'Ukraine est un futur partenaire égal pour au moins 27 pays de l'UE. Magali Barthès, Emmanuel Macron, qu'on vient d'entendre, a dit 2 choses sur ce statut de candidature. Il a dit c'est un geste politique, sous-entendu que nous assumons, et c'est un geste très fort ensuite envers Vladimir Poutine. Est-ce que ça touche vraiment la Russie? C'est la question. Alors il y a une réaction du Kremlin tout à l'heure qui a dit... En fait, c'est pas mes oignons, si je résume en disant, en traitant tout ça par le mépris, alors que évidemment que c'est une défaite stratégique pour Vladimir Poutine, qui n'a de cesse, depuis qu'il y a eu ses premiers manifestants pro-européens, place Maïdan, d'essayer d'étouffer justement ce désir d'Europe des Ukrainiens. Et aujourd'hui, il se retrouve avec l'Ukraine officiellement candidate au terme d'une procédure accélérée. Et c'est vrai, un signal très fort envoyé par l'Union européenne. Il y avait beaucoup de réticences il y a encore quelques semaines. Et puis, manifestement, à Bruxelles, les lignes ont bougé parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il fallait envoyer un signal, une perspective d'avenir. D'Emmanuel Macron, absolument, ça a changé beaucoup de choses. Avec Mario en effet, on ne pouvait pas envisager de voir la France, l'Allemagne, l'Italie dire oui, et puis ensuite... voir les mais autres. c'était pas gagné, Magali. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas On gagné. s'attendait à d'âpres négociations, discuter, du donnant-donnant, de la surenchère, et voilà. Tout ça va venir après. Ah, ça va venir après. Moi, je pense que ça vient après. Là, on veut donner un signal politique parce que sur le terrain, c'est extrêmement difficile pour les Ukrainiens. Donc, il fallait offrir ça à Zelensky. Maintenant, les négociations, elles vont être très compliquées. Elles vont durer très certainement des années parce que l'Ukraine, elle coche pas la case de la lutte anticorruption, l'état de droit, ça marche pas, l'influence des oligarques sur la société ukrainienne, tout ça. L'économie est très en retard aussi. Et l'économie est très en retard. Ce serait le pays le plus pauvre de l'Union. Il va falloir. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans le texte, quand on lit le texte approuvé par les Européens, il y a aussi une autre condition, c'est la capacité d'absorption de l'Union européenne, qu'aurait l'Union européenne d'absorber un pays comme l'Ukraine. C'est un énorme pays, l'Ukraine, extrêmement pauvre aussi. Donc, tout ça va nécessiter une révision des traités, très certainement. On ouvre la boîte de Pandore. Pauvre et plein de richesses, parce qu'elle nous manque aujourd'hui. Donc, ça doit rentrer dans la balance. Bien sûr que ça rentre dans la balance. Mais un PIB par habitant qui est nettement inférieur au pays le plus pauvre de l'Union européenne aujourd'hui. Vincent. Au fond, je pense que cet épisode, d'abord... l'exaltation par Emmanuel Macron de l'unité de l'Europe dit assez que précisément cette unité risque des fêlures, notamment à cause des enjeux énergétiques. Mais par ailleurs, au fond, ça ne fait que consacrer ce que l'on sait ou ce que l'on discerne. On en parlait hors antenne avec le général Allard tout à l'heure, quand on se penche sur les textes fondateurs de la doctrine poutinienne en termes de rapport de force. L'ennemi, c'est l'Occident global, ce qu'il appelle l'Occident collectif. C'est-à-dire que pour lui, l'Ukraine n'est que l'un des outils, l'un des instruments d'un projet anti-russe, anti-slave. Et à partir de là, il tente de nouer des alliances, et de longue main d'ailleurs, avec les pays des BRICS notamment. Il a aussi manœuvré assez habilement vis-à-vis des pays africains,
notamment avec la venue à Sotchi, voilà, une vingtaine de jours du président sénégalais Macky Sall, par ailleurs président d'exercice de l'Union africaine. Et donc, au fond, ça ne fait pour lui, et c'est la raison pour laquelle il le traite par le mépris, que confirmer son présupposé, c'est qu'il y a d'un côté le bloc occidental hostile qu'il faut combattre, et de l'autre, les pays qui vont, pour reprendre une terminologie qui était la sienne pendant ce sommet BRICS virtuel, c'est-à-dire réinventer un système multipolaire. Enfin, ça a quand même pas dû lui faire plaisir. Oui, c'est ça. Une épine dans le pied. Il aurait certainement préféré que ça dure plus longtemps et qu'il y ait un camouflet pour l'Ukraine. Non, c'est son objectif. Il le répète dans ses discours depuis 2006. Il y a un certain nombre de citations. Par exemple, j'extrais cette phrase. Il parle à 43 chefs d'État au sommet de Sochi en 2019 et il leur a dit « Nous avons l'attachement commun au multilatéralisme, au refus de l'ingérence et à la lutte contre l'exploitation, le racisme et le colonialisme. » Et ces 43 chefs d'État, on les a retrouvés il y a 10 jours au Forum économique, à peu près, au Forum économique de Saint-Pétersbourg. Donc, c'est ça qui travaille. L'Ukraine, nous, on met la loupe sur l'Ukraine, je pense, parce qu'il faut toujours se mettre dans la tête de l'ennemi, c'est ce que j'ai pratiqué pendant 40 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Et il fait ça, il regarde le grand vide qu'il y a autour. Si vous projetez là une carte du monde sur lequel on met tous les pays qui approuvent les sanctions, vous avez un immense blanc qui représente à peu près 4 milliards d'habitants. C'est pour ça qu'il s'est rapproché, il y a un sommet d'ailleurs, avec l'Inde, notamment la Chine. Alors, après, il y a deux choses. Il y a juste deux choses à savoir, enfin, à bien avoir en tête. Les événements du Maïdan, puis l'élection de Poroshenko en 2014 ont entraîné, parce que ces événements ont entraîné la signature de l'accord de coopération entre l'Ukraine et l'Union européenne. Donc, bon, ils ne sont pas dans l'Union européenne, mais il y a déjà un certain nombre de choses en place, tout comme récemment l'intégration ou la demande d'intégration de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, en fait, ça ne représente rien du tout, puisque, je vais utiliser la formule, ces deux pays n'étaient pas dans l'OTAN, mais l'OTAN était dans ces deux pays. Ces deux pays ont participé aux opérations de l'OTAN en Irak, ils ont participé aux opérations de l'OTAN dans le Kosovo, ils ont aidé les Américains en Afghanistan, etc. Donc, bon, et Poutine l'a dit aussi, je pense que dans sa tête, il sait qu'il y a un nouveau mur qui doit être mis en place, que la Finlande y soit ou pas, que l'Ukraine y soit ou pas, peu importe. Maintenant, il faut savoir quelle Ukraine. L'Ukraine et le Donbass ou l'Ukraine sans le Donbass? Christophe parlait à l'instant de l'Inde, de la Chine. Il y a un sommet, en effet, depuis hier, avec ce qu'on appelle les BRICS, donc Brésil, Inde, Russie, Chine. Ça fait un moment qu'ils sont ensemble, d'ailleurs, qu'ils développent un nouvel axe. Le ciment, anti-américanisme, anti-impérialisme. Alors, le paradoxe de cette affaire, c'est que Moscou réussit à mobiliser des pays dont les intelligentsias à bon droit fustigent depuis des lustres le colonialisme, l'impérialisme, alors qu'il est porteur d'un projet qui est lui-même colonial et impérial ou post-impérial. Et quand j'entends des intellectuels, notamment africains, mais ceci est vrai du Brésil à l'Afrique du Sud en passant par l'Inde, évoquer l'appétit légitime de souveraineté pour leur pays dans la période postcoloniale, ils sont en fait les alliés objectifs de quelqu'un qui foule aux pieds la souveraineté d'un État membre de l'ONU.